Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous allons parler élections ce matin, nous allons discuter du processus électoral, l'étape ou les étapes déjà franchies et réaction des partis politiques, des partis et organisations politiques au projet de décret tel que soumis par le Conseil électoral. L'invité de ce matin, le docteur André Gratien-Jean, délégué auprès du Premier ministre pour les questions, chargé des questions électorales. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille pour faire le point sur un certain nombre de questions ce matin. Professeur, bonjour, bienvenue et merci pour votre disponibilité. Avec vous, je pense que dans pile bagaille que nous allons apprendre, on va faire lumière pour nous sous plusieurs points d'ombre, je dirais. Et bonjour Wendell, lumière et à toi et à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Télémétropole et qui nous suivent aussi sur le réseau. C'est un devoir, c'est un honneur pour moi d'être ici dans une dynamique de audition politique, de audition aussi sociale et pourquoi pas même aussi de audition financière. S'il y a des questions concernant la question budget, les questions de financement. Est-ce qu'on gagne l'argent à gérer dans ça? C'est une... Je dirais que d'entrée de jeu, je suis un ministre délégué auprès du Premier ministre. C'est comme ministre sans portefeuille. Ministre sans portefeuille, c'est comme un grand conseiller et que je suis auprès du ministre. Et le Premier ministre m'instruit par rapport à sa vision, par rapport à certaines initiatives. Et moi-même, de mon côté, en tant que ministre délégué, être proactif, être conseiller aussi, je peux avoir aussi des idées, avoir une vision et aussi avoir un projet d'initiative. Et à ce niveau, je soumets, je partage avec mon Premier ministre les initiatives. Et s'il trouve pertinente cette initiative, il adhère. Et nous cherchons les moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette initiative à travers, je dirais, l'institution ou encore l'acteur étatique concerné par la question. Donc, en tant que ministre délégué, je ne gère pas de l'argent. Je n'ai qu'un budget de fonctionnement. Je n'ai pas de budget pour mener vraiment des activités. C'est à tort de dire que vous avez des comptes à rendre. Que vous auriez des comptes à rendre. Non, je ne crois pas que c'est à tort. Je ne crois pas que c'est à tort. Le fait même que je porte le titre de ministre délégué. Non, mais si vous n'êtes pas comptable de deniers publics. Même si je ne suis pas comptable des deniers publics, j'ai un œil sur l'exécution et sur l'exécution des activités, sur l'exécution des projets publics relatifs à la thématique en question, à savoir les élections. Et bien avant, c'était la question constitutionnelle et tout cela. Mais je ne suis pas ordonnateur, je ne fais pas de décaissement, j'organise pas d'activités. Ouais, ça c'est extrêmement, c'est très 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 important. Mais comme généralement l'on dit ici que l'on fait de la politique, c'est de la politique. Même si la personne sache pertinemment que ce qu'elle dit n'a rien à voir vraiment avec le caractère, la personnalité de la personne en question, mais elle vous dit que c'est de la politique. C'est comme ça qu'on fait de la politique. C'est-à-dire la politique nous autorise à dire n'importe quoi. À dire n'importe quoi. Et malheureusement, cette idée a été, dans un premier temps, véhiculée et reprise par des présentateurs et vraiment des journalistes présentateurs de certains médias qui disaient très souvent reprendre cette vieille théorie, la perception vaut mieux que la réalité. Il faut projeter une perception. Mais je n'en disconviens pas. Mais généralement,
l'on projette une perception négative. Et ça rentre aussi dans la dynamique de ce qu'on appelle, et de la classe moyenne aussi, des intellectuels de classe moyenne qui s'entre-déchirent aussi. Et aussi cette dynamique de prédation. Pour que vous existiez, il faut que je vous détruise. Il faut détruire l'autre. Il faut détruire. Et c'est très courant en Haïti. C'est très courant et aussi toute une très mauvaise lecture, une très mauvaise assimilation et je dirais même une sorte d'indigestion et des idées de Machiavel. Et malheureusement, c'est cela. Et la société est en train de payer le prix du verbe. Oui, lorsque je dis le prix du verbe, parce que les réactions viennent de par ce que véhiculent certains acteurs politiques, certains leaders aussi d'opinion et dans les médias. Et aujourd'hui, c'est le chaos et avec le non-contrôle et de ce qu'on appelle des réseaux sociaux, avec le vocable et vraiment le vocable d'influenceurs, dans le sens, dans le très bon sens et aussi dans le très mauvais sens. Avec la question des views. Des views, on cherche tout, parfois ce qui arrive. Je le dis très souvent à des amis, il faut faire attention. Et vous voyez, views, on annonce que... Même les professionnels de la presse sont pris au piège, sont tombés dans des pièges des influenceurs qui enrobent certaines informations dans l'intérêt malsain d'avoir des views, je dirais. Oui, c'est ça. Et malheureusement, Wendell, les seniors n'arrivent pas à faire la masse critique. Et vous avez maintenant les médias qui sont dominés dans des émissions et par vraiment des leaders d'opinion et juniors, et qui le plus souvent n'ont pas une formation dans le métier de journaliste. Et aussi ce qui arrive, ce qui est très dangereux, c'est lorsqu'un, par exemple, un senior puisse se laisser entraîner par un junior qui n'a aucune formation. Moi, je le disais tantôt, est-ce que c'est la démocratie? Et c'est vraiment dans un seul pays où l'on donne le micro, où l'on donne des émissions à des journaux qui n'ont aucun patrimoine, qui n'ont aucun passé, qui n'ont aucun actif. Alors, on va pas faire un cours sur ça ce matin. Et abordons la question des élections. Est-ce qu'elles vont avoir lieu? Avez-vous une idée de la date exacte? Bon, pas exact. Là, c'est impossible de le dire. Mais avez-vous une idée de la date approximative ou bien de la période au cours de laquelle ces élections peuvent avoir lieu en Haïti? Là, il faut aller, et vous allez me permettre, Wendell, d'aller avec toute une pédagogie pour cerner la question de l'organisation des élections. Tout d'abord, il faut rentrer dans le contexte. Et le premier contexte, c'est l'accord du 3 avril 2024, dont l'organisation d'élections pour passer le pouvoir à des élus légitimes et à des élus légitimes au 7 février 2026, l'accord du 3 avril 2024. Donc, je dirais que c'est le chantier phare, c'est le chantier ultime vraiment de cette transition dont le conseil présidentiel, avec les 9 conseillers, dont un président coordonnateur qui est actuellement c'est le dernier de cette série de présidences tournantes, qui est le président Laurent Saint-Cyr, et le Premier ministre avec son gouvernement qui a la charge de piloter, de conduire, de matérialiser ce chantier phare qu'est l'élection. Mais tout d'abord, les élections, c'est tout un processus, c'est un mécanisme, c'est un moyen et vraiment de renouveler le personnel politique. Très souvent, lorsqu'on dit élection, on pense tout d'abord à la date des élections. Mais c'est tout un processus pour arriver aux élections. La première chose, il y a des critères, il y a des conditions qui doivent être réunies. La première condition, il faut avoir ce qu'on appelle une institution, une structure qui puisse organiser ces élections. C'est le Conseil électoral provisoire qui est là avec les 9 conseillers. Ou bien le Conseil électoral. Oui, le Conseil, disons, le conseil une structure de Conseil électoral. Mais si nous restons dans le contexte, vous avez un Conseil électoral qui a un mandat clair maintenant. Et son mandat a été révisé récemment en Conseil des ministres par un décret. Et au prime abord, le Conseil avait 2 mandats. L'organisation du référendum et l'organisation des élections. Donc, le Conseil présidentiel, en tant que
en tant que pouvoir constituant, et par ses priorités, a décidé de surseoir sur la question de constitution, sur la question de référendum, pour prioriser le chantier ultime, le chantier phare, qui est, je dirais, l'organisation d'élections. C'est pour cela que maintenant, le Conseil électoral provisoire a un mandat clair, un mandat précis d'organiser des élections. Maintenant, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la législation et les règlements qui vont régir l'organisation des élections. Et aussi pour les postes et aussi à pouvoir. Et c'est pour cela que, d'entrée de jeu, par rapport à la révision du mandat du Conseil électoral, le Conseil électoral s'est mis à la tâche de manière indépendante pour, disons, proposer ce qu'on appelle le cadre d'organisation des élections, qui est, je dirais, l'avant-projet de décret électoral, qui récemment, et maintenant, le Conseil a invité les organisations de la société civile, bien sûr, qui vont avoir leur réaction, qui vont participer généralement à l'observation électorale, et les partis politiques qui, au départ, dans une démocratie pluraliste, dans une démocratie, je dirais, représentative, en fait, les élections, c'est l'affaire des partis politiques et aussi l'affaire des candidats. Il y a à la fois et des candidats, candidates indépendantes, et aussi des candidats, des candidates sous la bannière d'un parti politique ou d'un regroupement de partis politiques. Maintenant, nous avons dans le processus maintenant qui avance. Au départ, il y avait le Conseil électoral qui déjà dès sa rentrée, s'organisait à la fois et pour la question du référendum et pour la question des élections. Et c'est pour cela qu'on dit au niveau des opérations et que le Conseil électoral est en quelque sorte très avancé pour les opérations électorales. Et maintenant, vous avez le décret électoral. Et le Conseil électoral a donné... Juste avant. Voilà. Oui. Juste avant. Est-ce qu'il y a un mauvais calcul, est-ce qu'il n'y a pas un mauvais calcul qui avait été fait? Parce que pour annoncer la tenue d'un référendum, il faut de l'argent, il faut des dispositions. En ce sens, or, alors qu'on pensait passer à une étape décisive dans une perspective d'organiser, de tenir ce référendum, et on annonce son annulation. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul qui a été mal fait au départ? Okay. Je ne veux pas trop entrer dans cela pour un petit peu rester dans la dynamique hiérarchique d'un processus décisionnel. Et tout d'abord, dans la hiérarchie du processus décisionnel, il faut le voir tout d'abord, c'est le Conseil présidentiel. Ensuite vient le Premier ministre et son gouvernement. Je ne dirais pas qu'il y a un mauvais calcul ou encore... et si c'était fait, c'était une très bonne calcul. Ce qu'il faut voir dans tout processus d'élaboration d'une constitution, dans tout processus de révision d'une constitution, et le mécanisme choisi pour pouvoir comment dirais-je, donner corps soit à une constitution, soit à une révision constitutionnelle ou encore même à un amendement, il y a ce qu'on appelle les enjeux. Les enjeux sont à la fois des enjeux sociaux. Ça peut arriver que les changements touchent la configuration sociale. Les enjeux économiques aussi. Ça peut arriver que ça change tout. Et aussi les enjeux politiques. Mais ce qu'il faut dire, dans tout processus d'élaboration d'une constitution, une révision, ça relève de ce qu'on appelle l'ingénierie de l'État. Et non pas du droit directement. Non. C'est l'ingénierie, c'est l'organisation de l'État. C'est l'organisation politique de l'État. Maintenant, on a besoin de ce qu'on appelle, pas des avocats, des juristes. On a besoin des juristes pour codifier et vraiment les idées sociales, les idées politiques. Et d'ailleurs, je dois le dire aujourd'hui pour des experts, assurément des étudiants, tout ça, on n'a jamais remis l'élaboration d'une constitution, d'une révision constitution à des avocats, mais à des juristes. Et très souvent à des juristes en corporation. Il y a une grande différence entre avocat et juriste. Et d'ailleurs, c'est incompatible. Être avocat militant à la fois et être juriste. Et juriste, c'est une étape extraordinaire dans la vie de quelqu'un qui a fait le droit, qui a tout un parcours, toute une expérience là-dedans. Et c'est pour ça qu'on ne remet pas ce travail à des barreaux, des fédérations de barreaux.
il va y avoir un conflit d'intérêts. Regardez bien, une constitution tombe entre les mains d'un barreau d'avocats ou d'une fédération de barreaux. Et l'organisation politique en matière juridique, en quelque sorte, touche les grands intérêts. Vous pensez que les avocats de ce barreau, ces militants, vont aller dans le sens de cette organisation de l'État? Non. Et aussi, en Haïti, il y a un très grand déficit. Le fait que c'est un pays qui n'a pas une grande culture aussi, de culture, même pas une sorte de pratique en termes de juridicistes, vraiment des gens qui militent. Parce que être professeur de droit constitutionnel ne fait pas de vous un expert en élaboration de constitution. Non. Vous allez être expert dans la mesure où vous avez participé à une rédaction de constitution. Dans la mesure où vous avez proposé aussi. Et vous faites partie aussi d'une corporation de juristes. C'est l'expérience qui est dans Moi, expert. J'ai connu quelqu'un comme juriste en Haïti. Je ne veux pas dire le seul pour ne pas froisser les gens. Étant donné que j'ai travaillé de très proche à lui, je mets de côté ses défauts, peut-être d'autres qualités. Mais je me réfère à ses compétences, à ses qualités académiques. Ce n'est pas un Haïtien. Je reconnais un juriste, un très bon, avec lequel j'ai travaillé à l'OIM, et avec aussi un grand juriste, je crois, tunisien, je crois que c'est Franck, oui, tunisien, je crois que c'est Franck Camara, lors de l'élaboration de la loi sur la traite et le trafic illicite de migrants. Il s'agit de Michel Gonga, c'est un Africain. Il est très connu dans le milieu haïtien pour avoir travaillé dans les différentes missions. Moi, je le dis, je mets de côté ses défauts et autres qualités. Mais c'est un juriste... Je pense qu'on a des... C'est un juriste fin. C'est un juriste fin. Écoutez. Je n'ai pas la qualité requise pour dire qui l'est, qui ne l'est pas, mais je suis... C'est un mot que je place seulement, professeur. Justement pour dire que je suis convaincu qu'il y a de bons juristes aussi en Haïti, qu'il peut même y avoir des experts en Haïti. Attends, je vais vous dire attention. C'est un champ très délicat, très complexe. C'est un champ très complexe. Et d'ailleurs, généralement, ce sont des gens qui ont tout un parcours. Ce sont des gens qui n'ont plus de chaille sociale, qui n'ont pas d'intérêt politique. C'est un champ très riviérisé. Et je viens de vous le dire, vous ne pouvez pas être en même temps juriste et avocat. Et après avoir passé tout un parcours d'avocat, de juge, c'est comme un moment de retraite. C'est un métier que vous faites, c'est comme si vous êtes dans un laboratoire. C'est ce que vous faites seulement. Et d'ailleurs, c'est très rare. Le métier est tellement complexe qu'on ne trouve pas facilement des corporations de juristes. Donc là, vous êtes en train de nous dire, on peut être avocat sans être juriste. Conflit d'intérêt. L'avocat, c'est du business. C'est du business. Légiférer l'organisation de l'État, vous avez un conflit aussi avec. Si vous voyez que cette loi, cette réglementation va à l'encontre de vos intérêts, en tant qu'avocat militant, vous n'allez pas le faire passer. Et cela va vous demander beaucoup d'élan d'éthique pour pouvoir ne pas être en porte-à-faux, en conflit avec vos propres intérêts. Et c'est pour ça ce travail est remis à des gens à un certain âge, un certain parcours, qui n'ont pas de charge sociale, n'ont pas de charge politique, n'a pas de partenariat. C'est comme un métier de... Il y a des gens qui pourraient vous dire aussi... Et là, je peux prendre par exemple... Il y a des gens qui pourraient vous dire, professeur... à l'ancien président, et je crois que c'est Boniface, qui s'est toujours publiquement réclamé comme étant un juriste. Donc, selon vous... Moi, je ne veux pas trop rester... Non, moi non plus. Ce n'est pas le but de l'émission, mais la nuance que vous essayez de faire sortir a peut-être toute son importance. C'est très complexe. Professeur, alors, la question, est-ce qu'on peut être avocat sans être juriste? C'est deux choses différentes. Je sais.
Mais si l'on parle, par exemple, de culture juridique, ou bien, là, je comprends. Ou bien vous êtes juriste, ou bien vous êtes avocat. Mais et être juriste, ça demande beaucoup de sacrifices. Bon. Et être avocat, vous êtes actif. Vous êtes très actif. Ça rapporte. L'avocat, c'est du business. Bon, on est d'accord. Bon, il n'est pas que les avocats, il y a aussi autres professions. Non, j'ai bien dit. Je le rentre dans le sens du business. OK. Maintenant, d'abord, ce sont les barreaux qui font de quelques individus avocats. Voilà. Mais pour être juriste, il faut d'abord... Et c'est pour ça que vous allez voir, l'avocat n'a si tellement pas de temps comme le juriste pour réfléchir. Que vous voyez. Non, parce qu'ils sont préoccupés par les plaidoiries, tout ça, les défenses des clients. Mais la chose aussi, c'est évident. Mais c'est ce qui explique que le rapport du barreau sur la Constitution n'a été que sur la forme, et non pas sur le fond. Maintenant, revenons à nos moutons. Est-ce que les élections vont avoir lieu dans les délais prévus? Et je ne dirais pas dans les délais prévus. Les élections vont s'organiser dans un délai. Et ce délai doit être déterminé par le Conseil électoral provisoire devant soumettre à l'exécutif. L'exécutif n'a pas un rôle à jouer aussi? Un calendrier. Oui, l'exécutif a un rôle à jouer en termes de discussion pour voir d'autres faisabilités et aussi. Mais il est du ressort, et je dirais en tout premier lieu, à l'institution électorale de se pencher sur le calendrier par rapport aux questions, par rapport à la question des obligations. Mais ce qui est très important, là maintenant, il faut qu'il y ait le démarrage du processus. N'oublions pas un processus électoral. Il y a avant, il y a pendant et il y a après. L'avant, c'est ce que je vous ai dit, il faut qu'il y ait le cadre légal qui organise ces élections de décret électoral qui est là. Maintenant, après avoir, le Conseil électoral, c'est cela, après avoir reçu toutes les recommandations et critiques, il va pouvoir ajuster tout cela, soumettre maintenant à l'exécutif, et l'exécutif, assurément, il va voir comment tout ça, agencer tout cela pour venir avec un projet de décret électoral qui sera soumis au Conseil des ministres. Et à ce moment, vous aurez le cadre légal. Ce sera une étape franchie dans le processus. Le processus commence automatiquement avec et vraiment ce décret qui doit être publié aussitôt et aller au Conseil des ministres. Et maintenant, la seconde étape dans le processus, c'est l'inscription, suivant le décret, des partis politiques maintenant qui désirent d'aller aux élections. Alors on va y arriver. Et après, on va y arriver l'inscription vraiment des candidats. C'est tout le processus. Mais il faut... Là, on est dans le calendrier. Là, on est dans le calendrier. Dire, maintenant, là, il faut qu'il y ait le calendrier. Donc, ce sont des éléments qui vont être figurés dans le calendrier et qui vont être figurés dans le calendrier électoral. Donc, dans le temps. Et c'est là que nous allons voir. Et là, ce qui est très important dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui, le pays n'a pas d'élu à sa tête. Et nous avons fait le choix d'avoir des élus, et non pas dans une révolution violente, que quelqu'un puisse prendre le pouvoir, mais nous avons fait le choix, et maintenant, ou bien un accord quelconque, mais de rompre, maintenant avec ce cycle, d'avoir des dirigeants qui sont élus dans des élections. Mais dans des élections, eh bien, qui s'insèrent dans tout un processus. Avant le calendrier qui dépendra du Conseil électoral, juste un petit coup d'œil sur le projet de décret. Vous avez une idée des grandes lignes? J'ai une idée des grandes lignes. N'oublions pas que dans le décret qui a revisité, revu aussi, révisé le mandat du Conseil électoral, les élections vont être organisées sous l'égide de la Constitution de 1987. Il y avait déjà un décret. Il faut que le décret qui va sortir reflète le plus que possible comment dirais-je, le statut, l'ingénierie aussi, le statut juridique et tout ça, et réglementaire, tel que vraiment édicté par la Constitution de 1987. Par contre, il peut y avoir d'autres éléments
et ce qu'on appelle des incitatifs, par exemple, sur la question de la participation et, des partis politiques, parce que ce matin, j'écoutais avec attention le colonel, l'ex-colonel Hilaire Rébu, leader du parti politique aussi, qui se plaignait de on ne peut pas organiser des élections. Certes, et la question de la sécurité, c'est primordial. C'est primordial dans le contexte, mais aussi c'est un critère pour organiser des élections aussi. Ce qu'on appelle l'environnement sécuritaire. Sécuritaire physique, il y a l'environnement psychologique aussi. La confiance des acteurs politiques, la fonction des compétiteurs électoraux et la confiance aussi des électeurs. Et aussi la confiance et en quelque sorte au niveau géopolitique et d'autres communautés, et par exemple la communauté CARICOM, les Nations Unies, l'OUA, dont Haïti est vraiment, fait partie de ces trois communautés à la fois sous-régionales, régionales et internationales. Donc il y a cette projection quand Haïti n'est pas seul sur l'échiquier mondial et l'on attend à ce que ce pays rentre dans un processus, je dirais, constitutionnel, dans un processus vraiment où l'État vraiment reprend, et c'est pas totalement c'est pas le contrôle du territoire seulement, où l'État s'affirme en tant qu'État, en fournissant les services à sa population, en garantissant la sécurité intérieure qui va avoir et vraiment sa répercussion sur la sécurité et vraiment régionale. Puisqu'on s'inspire de la Constitution... Et là, je disais sur la question des partis politiques, ce n'est pas une question de 300 partis politiques. Non, juste un moment, professeur. Oui. Puisqu'on s'inspire de la Constitution de 1987, nous devons nous attendre à des élections générales, président, sénateur, député, maire, Kazek, tout ça. Oui, non, écoutez, étant donné que nous n'avons plus d'élus, c'est l'organisation d'élections générales. Mais lorsqu'on organise aussi l'organisation d'élections générales, cela ne veut pas dire que l'on organise tout. Mais l'on sait qu'on organise des élections générales. Et les élections générales peuvent organiser, je dirais, à des moments, à des temps. Ça peut arriver que les premières élections, ce sont des élections présidentielles, législatives et municipales. Ça pourrait être aussi des élections législatives et présidentielles seulement. Et dans un second temps, on organise des élections locales, à savoir Kazé, ASEC et autres. Mais ce sont des élections générales. C'est un processus où nous devons donc là, vous parlez de plusieurs scrutins. Vous parlez de plusieurs scrutins. Ah non, ce n'est pas plusieurs scrutins, c'est plusieurs étapes dans l'organisation. Parce que lorsqu'on parle du scrutin maintenant, vous allez avoir des scrutins. Vous voyez la spécificité, ce qu'on appelle scrutin de liste, et scrutin uninominal, scrutin plurinominal. Ouais. Bon, par exemple, je prends par exemple pour les élections présidentielles. Donc, c'est un scrutin uninominal, parce que l'électeur aura à choisir un président. Donc, c'est un scrutin pendant la journée, professeur. Voilà. Non, je vous dis, il y a toute la complexité qu'il y a dans ce type de scrutin. Maintenant, si on organise à la fois maintenant et les législatives, vous allez avoir à la fois un autre scrutin à la fois uninominal, plurinominal, et ça peut être aussi scrutin de liste aussi. Le scrutin de liste, c'est-à-dire que vous avez le choix de choisir plusieurs candidats. Ça peut arriver, c'est des candidats, ça peut arriver, c'est un parti politique. Ouais, vous voyez, c'est très très complexe. Mais on ne va pas rentrer dans toutes ces explications vraiment très très complexes en relevant de la lexicologie électorale, relevant des opérations électorales et du système électoral et vraiment haïtien. Et scrutin à un tour, scrutin à deux tours. Ouais, vous voyez, c'est par exemple pour les présidentielles, généralement, c'est un scrutin à deux tours dans la mesure où... Donc vous n'avez aucune idée de l'option ou encore du choix qui a été fait aujourd'hui? Non, le choix, c'est pas le choix. Le choix est déjà déterminé par... Oui, pour combler la vide. Pour combler la vide. Pour combler la vide. Quand même, nous sommes dans un processus d'organisation d'élections générales qui peuvent être, comment dirais-je, organisées en plusieurs états, en une étape ou encore
en 2 étapes. Et là encore, nous devons rester dans cette dynamique consensuelle qu'il y a une institution qui est placée et qui a toutes les compétences pour organiser les élections. C'est le Conseil électoral. Déjà, le Conseil a prouvé sa volonté, sa détermination, et en mettant à disposition pour des critiques et recommandations le décret électoral. Et ceci, ça a été fait en toute indépendance. Moi, je l'ai comme, je l'ai comme tout le monde. Et je l'ai téléchargé comme tout le monde. Nous allons observer la pause, ministre Gratien-Jean, et au retour, nous parlerons des partis politiques concernés par ces élections. On parle d'environ 300, et puis l'argent décaissé pour financer les partis politiques intéressés. On parle de 3 milliards de gourdes, on parle de 300 partis politiques. Est-ce que tous les partis sont éligibles? Est-ce que tous les partis auront accès à cet argent, à ce fonds-là? On verra tout cela après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales, le docteur Gratien-Jean, est l'invité de ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit, Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lissaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. L'invité de ce matin, le professeur Gratien-Jean, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales. Combien de partis politiques auront à participer aux élections? Nous ne dirons pas d'entrée de jeu le nombre de partis politiques qui vont partir aux élections. La participation aux élections, c'est tout un calcul des partis politiques. L'enjeu, c'est l'enjeu du pouvoir en tout ou en partie, et aussi les capacités, je dirais, de mobilisation des électeurs du parti. Il y a la législation haïtienne sur l'organisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Et cette législation-là est gérée par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a recensé plus de 300 partis politiques dans sa base de données. Et récemment, le ministre de la Justice, le docteur Patrick Pellissier, avait lancé pour faire ce qu'on appelle un refresh, un update sur les partis politiques, en demandant aux partis politiques de venir confirmer aussi. Et ça a été fait, je crois que dans les dernières données, ça a été près de 200 qui ont confirmé. Mais attention, et la législation ne demande pas à chaque 5 ans ou bien à chaque 3 ans qu'un parti puisse venir au ministère de la Justice et dire voilà. Mais par contre, il y a législation, il faut toujours dire, voilà, si vous avez fait des congrès, si vous avez changé d'adresse, si vous avez un nouveau board, si vous avez un nouveau directoire, il faut aviser le ministère de la Justice que le parti a eu son congrès, désormais, voilà qui est à la tête du parti, voilà qui détient le leadership du parti, et voilà qui est le vis-à-vis, je dirais, principal, l'interlocuteur principal du parti, même lors que le parti peut toujours déléguer d'autres membres de son board, de son directoire, à prendre part à une activité quelconque. Donc c'est dans la loi électorale que le CEP, en fait, je dis loi et décret électoral. Non, vous avez un nombre de partis politiques maintenant. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle l'inscription des partis politiques. Intéressés à participer. Alors là, moi, je parlais d'exigences. Est-ce que les exigences viendront du décret électoral? Et les exigences viendront du décret électoral dans la mesure où ce décret est, est conforme à l'esprit de la Constitution et aussi est conforme à la législation sur l'organisation, le fonctionnement et les partis politiques. Quand je parle d'exigence, je fais allusion, par exemple,
au temps d'existence de ce parti? Est-ce que c'est un parti qui a 1 mois ou qui a 2 ans ou 5 ans? Attends. Est-ce que tous les partis ont les mêmes droits? Non, attention. Dès que le parti a une autorisation, le parti est reconnu par le ministère de la Justice. Il est habilité à participer. Il est habilité à participer s'il désire de participer. De participer, comme parti politique, ou de participer à travers des regroupements de partis politiques. Ça peut arriver qu'un parti, comment dirais-je, ait 6 mois, et depuis que ce parti a sa reconnaissance et son autorisation, et ne participe pas directement, mais se retrouve à travers des regroupements de partis politiques. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu, parce que très très souvent, c'est là le danger de faire la politique. Et de faire la politique, comme on le dit aussi en termes de politique, en termes de pratiques prédatrices, de dire que on va organiser des élections pour 300 partis politiques. On ne va pas organiser des élections pour 300 partis politiques. On organise des élections. Avec des modalités spécifiques. Non, spécifiques, mais on organise des élections. Mais d'entrée de jeu, si l'on va à la Constitution, c'est l'affaire des partis politiques. Ce sont les partis qui vont envoyer des candidats. Même lorsqu'il y aura aussi des candidats indépendants. Et n'oublions pas aussi que le système politique haïtien privilégié, c'est comme un système de partis. C'est pour cela qu'on accorde beaucoup plus de privilèges, beaucoup plus d'incitatifs à un candidat sous la bannière d'un parti politique qu'un candidat indépendant. Généralement, on décourage des candidats indépendants pour aller vraiment sous la bannière de... Donc ce que l'on doit retenir, c'est que même si on entend parler de 200 ou de 300 partis politiques, donc il n'y aura pas de participation, il n'y aura pas 300 partis ou 300 candidats à participer aux élections. Voilà, la première chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'organisation de partis, l'idée d'avoir un groupe, d'avoir un parti politique, c'est un droit humain. Ça relève des droits civils et politiques. Et nous avons signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais c'est un droit certes, mais l'État a le devoir d'organiser l'exercice, la jouissance de ce droit humain et le droit vraiment de se porter candidat, le droit de se regrouper ensemble pour avoir un parti politique et aller vers la conquête du pouvoir. Je ne parle pas de prise du pouvoir, parce que ce que les gens n'ont pas compris, et dans la démocratie pluraliste et même dans la lexicologie démocratique, l'on ne parle pas de la prise du pouvoir. On parle de la conquête. On parle de la conquête du pouvoir, ou de la compétition pour accéder au pouvoir. La conquête, c'est la démarche. Non, c'est pour éviter. Non, lorsqu'on parle de la prise, généralement, ça a été attribué très souvent au Parti révolutionnaire. Au Parti révolutionnaire. Et d'ailleurs, à cette époque, il y avait ce qu'on appelle les projets de société, c'est le tabula rasa, donc c'est la révolution. Par contre, dans une démocratie de type libéral, entre guillemets, de type libéral bourgeoise ou encore représentative, et maintenant, ça, il faut se référer aux conventions, il faut se référer au pacte. Maintenant, c'est un droit humain. Tous les partis politiques ont droit à une participation aux élections, suivant leurs intérêts, suivant leurs calculs du moment. Mais vous savez aussi, partis politiques vous savez aussi, professeur, que les élections constituent depuis 1986 une opportunité pour des partis politiques. Aujourd'hui, alors qu'on parle de 200 ou 300, il y a aussi cette fameuse somme, ce montant faramineux et qui fait couler pas mal de salive. Là, je parle des 3 milliards annoncés. Est-ce que tous les partis politiques ont droit à de l'argent? Moi, je crois qu'il faut, j'ai entendu le colonel Ribu, je crois qu'il faut traiter aussi les partis politiques avec respect. Il faut les accorder ce qu'on appelle la présomption d'intégrité, la présomption d'honnêteté et aussi la présomption de contribuer aux affaires de leur pays. C'est la première chose. Il faut respecter les gens. Moi, je crois que c'est un manque d'égard
à l'égard de ces partis politiques. Même si... Non, là, nous ne sommes pas... Non, c'est une question que je vais vous poser. Oui. Mais on sait aussi, dans la réalité politique haïtienne, il y a des particules. Il y a des partis qui ne représentent rien absolument sur l'échiquier ou encore qui n'ont pas de représentants. Écoutez, c'est parfois un regroupement d'amis d'une dizaine ou d'une vingtaine d'amis. Alors, est-ce qu'on doit mettre, pour la simple question de droits humains, pour vous répéter, est-ce que là, on va considérer disons, des particules ou bien des groupuscules de gens comme des partis, alors qu'il y en a qui ont des années d'existence et qui sont représentés à travers le pays? Attends. La première chose qu'il faut voir, c'est un droit. C'est un droit. Le droit de s'organiser, ça se comprend. D'ailleurs, le gouvernement est très prudent là-dessus. Le Premier ministre est très prudent là-dessus. Très souvent, on parle d'élections. C'est pour ne pas lui prêter des intentions. D'élections inclusives. D'élections inclusives. Aujourd'hui, la crise de ce pays n'accorde pas aucun blanc-seing à quelle que soit la personnalité que je représente, quel que soit un groupe. Le résultat est là. Je l'avais dit tantôt dans l'émission. Le résultat que nous avons aussi, nous avons tous 0. C'est le moment de faire un 10 collectif. Qu'est-ce qu'une particule de parti? Là, il faudrait que je remonte un petit peu à Paulo Lambara ou encore à Maurice Duverger. Un parti politique, c'est tout un processus. Je veux prendre l'exemple en médecine. Mais un cancer, c'est une particule qui, au fil des temps, s'est développée. Mais la création de partis aussi, c'est comme une particule. Et le parti s'est développé. C'est ce qu'on appelle le développement organisationnel. C'est ce qui explique aussi ce programme de renforcement des capacités des partis politiques. À partir du renforcement des capacités politiques, le parti va s'auto-évaluer, va mener une évaluation pour savoir si c'est le temps, c'est le moment. Est-ce qu'il a toutes les capacités vraiment d'aller aux élections? Mais vous parlez de l'APA, les 3 milliards, que l'on peut considérer comme ça qui va inciter. Mais il faut faire bien attention. Maintenant, attention, il y a des partis qui ont des années, certes, mais la société a muté. Les idées de ces partis, c'est des idées du 19e, du 20e siècle. Vous êtes en face des jeunes, 25 ans, 35 ans, qui ont des idées politiques à l'aide de la technologie. Et aussi, certains de ces partis, et par rapport aux résultats du pays, et les scandales de gouvernance, les scandales de corruption au niveau du Parlement, et autres dans les collectivités territoriales. Mais écoutez, Wendell, comment vous allez exiger à quelqu'un qui sait pertinemment que ce parti politique s'était impliqué vraiment dans une dynamique où c'est un parti très conservateur, qui ne laisse pas d'espace pour un autre de s'inscrire là-dedans. Maintenant, la question, il revient à la législation de mettre des garde-fous. Nous autres, en dehors, nous n'avons pas à juger. À chaque fois que nous jugeons, sans rien avoir entre nos mains, nous partons sous des prédispositions, nous portons atteinte à l'intégrité, à la personnalité, à la dignité de la personne, sans le savoir. Très souvent, comme étant il y a des courants, moi j'ai entendu des gens qui parlent aujourd'hui des partis politiques, mais qu'on devrait se questionner. Oui, en tout cas, voilà. Professeur, essayez de répondre à la question, voilà, les 3 milliards. L'on part du principe que les élections s'organisent pour les partis politiques. Cela ne veut pas dire pour autant, s'il y a 300, 500, 1 millier de partis vont participer aux élections. Ce sera au leader, au bout du parti de déterminer s'il doit aller aux élections seul, en tant que parti, ou bien s'il doit aller en tant que groupement. Ou encore, s'il doit envoyer des candidats à des postes, je dirais, locaux, parce que je connais des partis qui n'ont pas envoyé de candidats à la présidence, même aux législatives. C'était au CASEC. Et justement, c'est des particules. C'est des particules qui se dynamisent dans le temps, qui peuvent devenir vraiment
et qui peuvent devenir de grands partis. Et vous voyez aussi, il y a des scissions au sein des partis et tout cela. Mais on n'en a pas besoin. Pour les trois, non, c'est pas nous qui avons besoin. C'est le rôle. Non, c'est le rôle de l'État. Est-ce que le peuple haïtien aujourd'hui a besoin de 200 partis politiques, même si les partis ont le droit? C'est pas le peuple haïtien. La première chose. Non, mais les partis aspirent à devenir. C'est pas le peuple. Professeur. Oui. Les partis aspirent à arriver au pouvoir pour diriger, pour gérer. Ok. D'où viennent les membres des partis? Ce ne sont pas des extraterrestres, c'est du peuple. D'où viennent les leaders? Oui. Mais c'est encore du peuple. C'est une masse qui arrive à se détacher de la grande masse. Le principe, moi je veux rester. C'est comme si vous êtes en train de justifier, professeur, la prolifération des partis. Non. Or, il devait y avoir des balises, effectivement, des garde-fous, professeur, pour que... Non, je ne justifie pas. Je ne justifie pas. Non, au contraire, c'est la législation qui doit le régler. Par exemple, en Afrique du Sud, lorsque j'étais en Afrique du Sud, je crois que c'était en 1996, pour observer les élections. Mais il y avait post-emprisonnement de Mandela, parce que Mandela allait laisser, justement. Mais il y avait autant de partis. Et des partis... Moi, j'ai vu récemment... Et aujourd'hui, il y en a combien, professeur? Attends. La législation a résolu le problème. Lors des premières élections, maintenant, dans d'autres pays, on le fait. On organise les élections. Si un parti n'arrive pas, c'est à 0%, automatiquement, ce parti n'existe plus. On arrive à faire comme le calcio. C'est avec le temps qu'on va pouvoir le réduire. Ou bien le réduire, on fait la réduction des partis politiques de manière drastique, ou bien on le fait par performance électorale. C'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas toucher à l'individu. Il ne faut pas toucher à la personne, à son intégrité, à sa dignité. Et cette culture... Non, d'aucune façon, c'est la loi. Oui, mais c'est pas... Non, moi, je rentre dans la loi, mais lorsqu'on pose le problème des partis, comme certains le posent, comme étant... Attends, mais j'ai entendu quelqu'un ce matin, et le colonel Rébu, est-ce qu'il y a une sorte de méritocratie pour les partis politiques? On devait y penser, professeur. Non, on ne peut pas. Parce que vous allez avoir la responsabilité de diriger le pays. Non, on ne peut pas y penser. Parce que la méritocratie ne fait pas de vous un être honnête, à la fois intègre. Oui. Vous êtes aussi de cette méritocratie, à la fois bon, méchant, violent, voleur, corrupteur et honnête. C'est là le danger. La méritocratie, ce n'est pas une expression angélique. C'est très dynamique. Et la société ne peut pas rester dans le conservatisme. Et c'est ce qui nous a donné cela aussi aujourd'hui, ce conservatisme. Et comme si nous prétendons, nous sommes les seuls à avoir les idées, nous sommes les seuls à diriger ce pays, nous sommes les seuls à avoir un parti politique. Alors que, moi je le disais tantôt, comment des morts vivants puissent penser à pérenniser, sans accompagner les jeunes qui sont appelés à dynamiser le pays. Et là, je l'ai dit tantôt, c'est la législation. Maintenant, il faudra revoir la législation. Pour avoir un parti politique, il faut avoir 10 000 membres, 100 000 membres, c'est l'État. Maintenant, il y a une législation. Restons dans cette législation sans porter atteinte à la dignité, à la personnalité des gens. Je viens de le dire. Donc que ça ne dérange pas non plus, professeur. Mais écoutez, ça ne dérange pas. Laissez-moi poser la question. Pourquoi ça vous dérange? Permettez que je pose la question au professeur. Ça ne dérange pas qu'en 2026, nous ayons 100 candidats à la présidence. Ça ne dérange pas. Écoutez, c'est pas que ces candidats dérangent. Et là, vous touchez un petit peu l'aspect superficiel. L'aspect superficiel, ce n'est pas 55 candidats qui dérangent. Vous pensez que c'est superficiel, professeur? Attends, mais je vais vous dire. C'est le candidat ou les candidats qui dérangent. C'est le candidat ou les candidats qui dérangent parmi ces 100 candidats. Si vous venez comme candidat, vous allez me déranger. Mais je veux être éternel comme député. Je veux être éternel comme sénateur. Professeur. Je veux être éternel comme maire. Est-ce que vous permettez que je vous fasse un rappel? Oui. Professeur.
vous savez très bien qu'il y a des gens qu'elles n'ont aucune chance d'être élus président Par exemple. de la République. Attention, Et attention. non, je vous pose la question, je n'ai pas encore terminé. Oui. Permettez. Je vous ai demandé de la permission. Oui, oui. Bon, ok. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se présentent aux élections de manière à pouvoir inscrire dans leur CV qu'ils ont été candidats à la présidence. Oui ou non, professeur? Ok, écoutez. Est-ce que c'est pas Non. Est-ce que c'est pas une vaste plaisanterie, Non, professeur? c'est pas une vaste plaisanterie, c'est la faiblesse de la législation de l'État. Eh bien, pourquoi ne pas y Non, penser? non. Pourquoi ne pas arranger tout Je cela? vais vous dire quelque chose. Il faut éviter de créer de faux ennemis dans cette société. C'est pas lui qui a décidé tout ça. Pourquoi? C'est la loi qui... Non, mais on ne peut pas être démagogique non plus. On ne peut pas faire de la démagogie non plus, professeur. C'est tout comme l'exécutif. C'est tout comme l'exécutif, permettez encore, c'est tout comme l'exécutif qui annonce la tenue d'élections inclusives. Il invite tout le monde à y participer. Et l'exécutif soutient parfois un parti. Oui. Vous permettez. L'exécutif soutient un parti ou un candidat alors qu'il parle d'élections inclusives. Oui ou non, professeur? Non. L'inclusivité ne se réduit pas seulement aux partis politiques. Catégorie sociale, si vous êtes handicapé, question femmes, question jeunes. Alors, on a son propre candidat. Non, écoutez. Non, il n'a pas le droit d'avoir son propre candidat. Professeur, nous sommes en Haïti. Les élections... Non, écoutez. Peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. Il faut un petit peu aider aussi et rompre avec cette culture. Et ça, nous payons le prix d'une culture de défaitisme, de fatalisme, aussi de destruction aussi. Et nous avons besoin d'une énergie vraiment positive. Nous avons besoin d'un narratif qui puisse aider, qui puisse accompagner, qui puisse réduire les conflits inutiles. Et là, sans le savoir, moi j'ai essayé, je fais de mon mieux pour ne pas agresser personne. Je sais que j'ai agressé de manière académique, mais je fais de mon mieux parce que je suis quelqu'un de très véridique. Maintenant, l'État est là, c'est le rôle de l'État. La participation électorale, la participation aux élections, c'est la législation qui doit résoudre. Vous faites un diagnostic, vous faites des analyses, vous analysez les risques, vous mitigez. Il y a une manière de réduire le nombre de candidats. C'est à la loi de le faire. C'est l'État. Il y a une manière de réduire le nombre de partis politiques. Eh bien, c'est à l'État de le faire. Mais moi-même, je ne veux pas, au nom d'anciens partis politiques et autres, pour dire qu'il y a trop de partis politiques attention, sur des subjectivités, sur des considérations subjectives. On ne connaît pas tous les gens. Ici, l'on pense qu'on connaît tout le monde. Et moi, vous regardez, je me guéris, je guéris mes blessures. Et combien que mon caractère vraiment est attaqué par des individus, mais ce n'est pas le peuple qui m'a attaqué. Mais Dieu seul, ce sont des individus, d'éléments et vraiment de ma classe moyenne. Parce que comme le dit notre fameux chanteur Guy Durosier, moi-même, mal d'école, mais t'as fumé drogue. Même t'as défendu le pays moi-même. Même sur le bagage que t'as fait. Mais je dis, aujourd'hui, si quelqu'un est là où il est, il faut aller dans ses efforts. Mais justement, cette théorie de la perception vaut mieux que la réalité, maintenant, l'on détruit tout. Maintenant, ce qu'il faut éviter pour qu'Haïti puisse avancer, il faut prévenir les conflits inutiles. Surtout les conflits à caractère subjectif qui puissent adresser l'autre. On ne sait pas. Parfois, lorsqu'on tue quelqu'un avec un revolver, tout est fini. Mais lorsqu'on tue à petit feu le caractère de quelqu'un, c'est dur. C'est de la torture. C'est de la torture psychologique. On va finir malheureusement, mais à titre de rappel, encore une fois, si vous le permettez, professeur, vous savez que chaque période électorale charrie toujours des divisions.
Non, mais écoutez, chaque période électorale, pas seulement en Haïti, parce que l'enjeu... J'ai pas dit ça. Non, je le dis, mais l'enjeu... J'ai pas dit ça. L'enjeu, c'est le pouvoir. Nous pouvons prendre les États-Unis, nous pouvons prendre la France. Le Mexique aussi. Le Mexique. Surtout. Maintenant, pour la question de... il n'y a pas de décaissement de 3 milliards. De 3 milliards. Parce que là, c'est très... Je crois qu'il y a l'économiste Christian Farel qui très souvent intervient là-dessus. L'État dispose dans son budget près de 3 milliards de gouttes pour supporter les partis politiques dans le processus électoral. C'est-à-dire dans le processus électoral. Pour avoir accès à un financement. Il faut être dans le processus électoral. Et assurément, déjà dans le décret électoral, il y a des incitatifs. Par exemple? Des incitatifs, par exemple, si un parti présente plus de 70%, par exemple, et de femmes comme candidats, aura un quota de financement ou encore de jeunes. Maintenant, il va y avoir des critères pour que les partis puissent bénéficier et vraiment, justement, de ce fonds qui va être mis en place pour soutenir les partis politiques dans le processus électoral. Ça, il faut être clair, ce n'est pas de l'argent qu'on va distribuer à 300 partis politiques, à 400 partis politiques. Et déjà, nous avons quand même dynamisé, et sans doute vous l'avez suivi, il y a eu, je crois, un reportage de Télémétropole, et là-dessus, c'est le programme de renforcement des partis politiques. Oui, c'était le week-end dernier. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'aborder et je dois disparaître. On doit laisser l'antenne. Professeur Gracien-Jean, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté d'être présent ce matin sur Métropole pour parler du processus électoral, des étapes franchies et pour parler de tout et de rien, si je ne m'abuse. Ça, c'est moi, je dirais tout simplement que la sortie d'Haïti et même la sortie de l'humanité pour ce XXIe siècle doit aller vers ce que j'appelle au moins 4 éléments. À savoir... Donnez-nous deux. Il faut... Non, je vais aller rapidement. Alors, les 4 éléments, non, c'est plus que ça. Maintenant, il faut aller vers la prière. Le monde doit se verser vers la spiritualité. La prière, le pardon, la générosité et l'alignement sur le plan divin. Merci. C'est ce qui va apporter la paix à Haïti et à l'humanité. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. C'était donc le professeur Gracien-Jean, invité à la rubrique Le Point de ce matin. Nous vous souhaitons une bonne journée et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto.